Bonjour à tous, je reviens vers vous un petit peu tardivement. J'aurais dû vous diffuser mon cours plus tôt, mais j'ai eu quelques problèmes pour le faire avant. J'espère que le confinement se passe bien, puisque maintenant ça y est, c'est le confinement. Je suppose que ce n'est pas forcément facile pour vous tous, mais voilà, c'est ainsi. J'espère que ça permettra au moins d'interrompre la progression du Covid-19. Je vous propose, sans plus attendre, de reprendre notre cours sur le règlement romain. Je vous rappelle que l'objectif du règlement romain, c'est de déterminer quel est le droit applicable à un contrat international. On a étudié ensemble les modalités de fonctionnement du règlement romain, quand est-ce qu'il est applicable, quelle est la loi qui est prévue. Maintenant, on va attaquer le 2.3, les lois de police. 2.3.1, respect des lois de police françaises par le juge français. Donc, respect des lois de police françaises par le juge français. Le règlement romain définit la loi de police comme étant, et vous pouvez ouvrir les guillemets, une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement. Donc je relis, une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement. Vous pouvez fermer les guillemets. Donc vous comprenez bien qu'une loi de police, ça ne veut pas dire que c'est une loi qui est sanctionnée par la police. Une loi de police, c'est juste, c'est une racine, il faut reprendre la racine latine, en tout cas c'est une loi qui est indispensable, qui est jugée nécessaire par un pays. Elle souhaite absolument que cette loi soit appliquée. Donc voilà ce qu'est une loi de police. Quelles sont les conséquences pour nous? Le règlement Rome 1 permet au juge d'appliquer une autre loi que celle qui serait applicable en vertu des dispositions précitées, tout ce qu'on a vu précédemment, à la condition qu'il s'agisse d'une loi de police. Donc le règlement romain permet au juge d'appliquer une autre loi que celle qui serait applicable en vertu des dispositions précitées, à la condition qu'il s'agisse d'une loi de police. Donc comment savoir si une loi est une loi de police? Eh bien, il faut se référer tout simplement à ce que dit la loi ou à ce que dit la jurisprudence. Je vous rappelle que la jurisprudence, c'est les décisions des juges qui permettent de mieux comprendre notre système juridique. Donc à la lecture des arrêts qui sont rendus par la Cour de cassation notamment, on arrive à comprendre si une loi est considérée ou non comme impérative. Donc à titre d'exemple, on peut citer comme loi de police, deux petits points, premier tiré, la loi française sur le licenciement des salariés protégés. Donc si vous êtes par exemple un syndicaliste ou si vous êtes une femme enceinte, eh bien même si votre contrat de travail est soumis aux droits italiens, lituaniens, russes, afghans ou autres, votre employeur ne pourra pas vous licencier sans respecter les règles françaises. Donc vous comprenez, c'est ça une loi de police, c'est-à-dire qu'on va peut-être vous dire « Ok, c'est vrai, si on regarde votre contrat, vous étiez libre de choisir un droit étranger, vous avez choisi un droit étranger, très bien, tout contrat est soumis au droit étranger, mais sur ce point-là, sur la question du licenciement de vos salariés protégés, par exemple, eh bien ça c'est une loi de police, une loi française sur laquelle on ne dérogera pas et il vous appartient donc nécessairement de respecter cette loi. Autre exemple, deuxième tiré, la loi du 31 décembre 1975
relative à la sous-traitance en ses dispositions protectrices des sous-traitants. En matière de sous-traitance, vous savez qu'on a très peur d'une chose, c'est que le maître d'ouvrage ne parvienne plus à payer le sous-traitant et que celui-ci travaille finalement et ne soit jamais payé. Donc on a prévu des modalités pour le protéger, comme une garantie financière par exemple, ou une priorité de paiement lorsqu'il y a des chaînes d'entrepreneurs, pour être sûr que celui qui est tout en bout de chaîne, si jamais le maître d'ouvrage a payé son co-contractant direct, comme l'entreprise générale qui a pris l'engagement de faire construire sa maison par exemple, bien le plombier qui est intervenu à la demande de cette entreprise générale, on fait bien sûr qu'il soit payé, ou le couvreur, ou peu importe le corps de métier, mais s'il y a plusieurs intermédiaires, on veut être sûr que si le maître d'ouvrage paye l'entrepreneur général, eh bien le paiement arrive quand même en bout de course au sous-traitant. Donc ça, ce sont des lois impératives. Donc même si le contrat de construction est soumis au droit polonais, peu importe, le sous-traitant, si la situation est jugée en France, le sous-traitant sera protégé. Même chose, autre exemple de loi impérative, de loi de police, troisième tiré, la loi du 10 janvier 1978 relative à la protection des consommateurs. Donc, évidemment, si vous êtes consommateur français, le juge français vous protégera dans tous les cas de figure. Voilà, maintenant, on va attaquer le 3, je ne sais jamais si on a 2 ou 3, parce que parfois je change un tout petit peu mes plans, mais en tout cas le 2.3.2, je pense que c'est ça. Respect des lois de police étrangères par le juge français. L'article 9.3 du règlement romain précise que, vous pouvez ouvrir les guillemets, il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations, il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées dans la mesure où lesdites lois de police rendent l'exécution du contrat illégale. Vous pouvez fermer les guillemets. Autrement dit, sont applicables les lois de police étrangères correspondant à l'ordre juridique du pays auquel le contrat a été ou doit s'exécuter. Donc sont applicables les lois de police étrangères correspondant à l'ordre juridique du pays auquel le contrat a été ou doit s'exécuter. Alors, je vais vous parler d'une affaire qui a été jugée par la Cour de cassation, et en général vous vous en souvenez parce que le nom est assez horrible. C'est l'affaire Viol-Frères. Viol comme un viol, et frères comme des frères. Arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2010. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire ? La société Viol-Frères, c'est le nom de famille des propriétaires, et gère des abattoirs, si je ne me trompe pas, et en tout cas, ils sont un exportateur de viande bovine. Ils ont confié leur viande bovine à un transporteur. Ce transporteur avait pour mission de transporter la viande bovine depuis la France jusqu'au Ghana, en Afrique. Simplement, lorsque le transporteur est arrivé au Ghana, il n'a pas pu exporter, il n'a pas pu décharger la viande. Pourquoi ? Parce qu'il y avait désormais un embargo sur la viande française. Pourquoi y avait-il un embargo sur la viande française ? Parce qu'on était en pleine période de la fameuse affaire des vaches folles. Je ne sais pas si vous étiez peut-être petit, peut-être jeune à cette époque, mais il y avait une maladie sur la viande de bœuf, le Creutzfeldt-Jakob, qui était dangereuse, et dans le monde entier, on n'a plus voulu acheter de la viande européenne parce qu'on savait qu'une partie de celle-ci était susceptible, c'était surtout en Angleterre, mais bon, était susceptible d'être infectée. Donc c'était ce qu'on appelait la vache folle. Donc évidemment, le transporteur se retrouve au Ghana, en Afrique, avec ses carcasses de viande, et il ne peut pas décharger, donc qu'est-ce qu'il fait ? Il revient en France. Une fois arrivé en France,
il vend la viande, mais il la vend à bas prix évidemment, parce qu'en France on pouvait continuer à consommer notre viande française, mais on ne pouvait plus, les autres pays dans le monde entier pour la plupart c'était protégé en disant on veut plus de viande européenne, on n'est pas fou, on ne prend pas de risque. Donc ils vendent la viande française, mais évidemment il y a une surproduction, et puis elle a déjà quand même fait un aller-retour vers l'Afrique, peut-être plus la première fraîcheur, enfin j'en sais rien, même si certainement dans des compartiments froids dans le navire, hein, mais bon. Bref, il la vend à très bas prix. L'exportateur, son client, Violfrère, prend la décision d'assigner, c'est-à-dire d'agir en justice contre le transporteur et met en jeu sa responsabilité civile en lui disant vous deviez décharger ma viande au Ghana, vous ne l'avez pas fait, vous avez commis une faute, vous engagez votre responsabilité civile et vous me devez la différence entre le prix de vente que j'aurais obtenu au Ghana et le prix sacrifié auquel j'ai dû vendre ma viande en France. La question qui s'est posée, vous le comprenez peut-être, c'est, puisqu'on a une affaire en justice qui est devant les juridictions françaises, est-ce que le juge français peut se dire l'embargo qui a été passé au Ghana, qui s'imposait aux transporteurs, il n'avait pas le choix, sinon il allait en prison, on ne décharge pas quand il y a un embargo. Est-ce que cette loi étrangère ghanéenne peut être considérée comme une loi de police qui s'impose dans un contrat franco-français entre la société Violfrère, qui était française, et le transporteur, qui était français? Eh bien, la Cour de cassation, par un arrêt donc du 16 mars 2010, a considéré qu'effectivement le contrat de transport était nul, puisque la loi de police ghanéenne était applicable dans les relations entre les parties, même si le contrat était soumis au droit français. Donc si vous voulez noter peut-être, donc l'affaire est la suivante. Un exportateur de viande, Violfrère, a assigné devant les juridictions françaises le transporteur car l'importateur ghanéen n'a pu être livré en viande bovine à la suite de l'embargo décrété par le Ghana sur ce type de produit. Le transporteur avait rapatrié la viande en France et l'exportateur avait été obligé de la vendre en urgence à faible prix. L'exportateur, Violfrère, a assigné le transporteur en responsabilité civile aux fins d'obtenir la réparation du préjudice subi correspondant à la moins-value. Le transporteur s'y est opposé. Il a fait valoir que le contrat de transport était nul en raison du caractère illicite de sa cause, puisqu'il existait un embargo au Ghana. L'exportateur, Violfrère, de son côté, prétendait que puisque le contrat est soumis au droit français, il n'y avait pas lieu de tenir compte d'une loi de police étrangère et qu'en conséquence, la cause du contrat était licite. Juste pour que vous compreniez bien, en France, on avait le droit d'exporter, il n'y avait pas de souci, on avait le droit de vendre notre viande à l'étranger. Simplement, au Ghana, on n'a pas le droit de décharger. Donc on a un conflit, nos deux systèmes juridiques ne sont pas d'accord. La Cour de cassation a suivi le raisonnement du transporteur et a considéré qu'effectivement, le contrat était nul puisque la loi de police ghanéenne était une loi de police étrangère applicable dans les relations entre les parties, même si le contrat était soumis au droit français.
On va peut-être s'arrêter là maintenant pour, ou peut-être juste le grand 4, et puis après on fera un cas pratique. Donc grand 4, l'existence d'autres conventions internationales. C'était le grand 3, hein, comme je vous indiquais, je ne sais plus très bien si je vous ai fait un grand 1 ou si j'étais. Enfin, je ne sais plus exactement mon plan, mais soit au grand 3, soit au grand 4. Vous le verrez en reprenant vos notes. Le règlement romain n'affecte pas l'application d'autres conventions internationales. En particulier, le règlement romain prévoit bien que la convention de la Haye, H-A-Y-E, du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels continuera à prévaloir sur le règlement romain. Voilà, c'est une petite parenthèse, c'est pas la peine forcément que vous y attachiez beaucoup d'importance. Je ne vous demanderai pas d'apprendre la convention de la Haye de 55, et si jamais vous avez un cas pratique, je vous indiquerai de faire comme si cette convention n'était pas en place. Mais bon, comme ça au moins vous avez une information à peu près complète. Donc, je fais une petite pause sur le cours parce que je me rends compte que quand je fais des trop grosses vidéos, j'arrive pas à les envoyer sur YouTube.